Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Maison Conquête. Ici, nous parlons des lieux dans lesquels nous vivons et ceux que nous fréquentons. Ce sont tour à tour des refuges, des miroirs, des lieux qui nous confrontent ou qui nous connectent à notre nature profonde. Mais ils ont tous un point commun, c'est leur capacité à nous faire évoluer. Je suis Gaëlle Dumora et je vous accompagne dans votre relation avec vos lieux. Pour découvrir mes accompagnements, c'est très simple, rendez-vous dans mon chez-moi digital maisonconquête.fr ou bien sur mon Instagram Maison Conquête. Et si vous voulez discuter de vive voix de votre problématique ou de vos questionnements, pas de souci, je vous offre un entretien de 30 minutes pour tout mettre à plat. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode où je reçois Cécile Damat-Briand, fondatrice de Casapian. Avec Casapian, elle devient notamment scénographe de lieux à vendre pour des agences immobilières partenaires. C'est d'ailleurs grâce à cette idée originale que j'ai commencé à suivre Cécile sur Instagram. Cécile m'a invitée à enregistrer chez elle, dans son univers. Un épisode qui, je l'espère, va vous apporter des pistes de réflexion sur votre rapport à l'objet et à la décoration. Alors je vous laisse avec notre conversation. Bonne écoute! Bonjour Cécile. Bonjour Gaëlle. Merci de m'accueillir chez toi. Bienvenue. Est-ce que tu pourrais te présenter avant qu'on rentre dans le débat des questions et ce genre de choses, et toutes les petites questions que j'ai pu imaginer pour toi. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, je m'appelle Cécile, j'ai 34 ans. Donc ça fait 2 ans que je suis à Bordeaux. Et avant, j'ai vécu à Paris et à Orléans et j'étais juriste. Voilà. Et donc je suis arrivée en famille à Bordeaux. Et depuis que je suis à Bordeaux, j'ai un peu une nouvelle vie professionnelle puisque j'ai monté un concept où je décore des lieux à vendre en scénographiant des intérieurs avec des boutiques, des antiquaires, des artisans et des artistes locaux. Voilà. Comment s'appelle ton entreprise aujourd'hui ? Donc ça s'appelle Casapian. D'accord. Donc ton objectif aujourd'hui, c'est, notamment, parce que je peux pas dire qu'il y a vraiment un objectif, parce que tu m'as un peu raconté ta vie, c'est que ça a été un chemin en fait. Tu as eu une idée et puis tu déroules en fait cette idée depuis le départ. Comment ça s'est passé en fait le projet ? En fait, au départ, mon idée c'était surtout de réunir ensemble des artisans, des boutiques, des brocanteurs, des antiquaires, et avec la sélection que j'allais faire chez eux de mobilier, de linge, etc., de créer des intérieurs qui allaient être un peu incarnés, un peu en dehors des tendances, et finalement assez proches de nos intérieurs à tous, où on a à la fois des objets anciens mélangés avec une table qu'on a achetée récemment en boutique, etc. Parce que j'étais convaincue que ces lieux éphémères allaient mettre en valeur... ces mises en scène éphémères allaient mettre en valeur chaque objet, chaque artisan, etc. Et donc, ça allait être un peu au bénéfice de chacun. Par exemple, une boutique qui est connue allait pouvoir présenter certaines pièces emblématiques de la boutique à côté d'une pièce d'antiquité pour montrer aux gens qu'on peut tout à fait associer certains objets de boutique avec des meubles anciens qu'on a chez nous, par exemple. Et en même temps, de permettre à un artiste ou un artisan méconnu de se placer à côté d'objets qu'on a l'habitude de voir en boutique, par exemple. Et donc cette synergie esthétique, la présenter au public et permettre aux personnes de venir acheter des objets et du mobilier dans une mise en situation, in situ, sur des intérieurs in situ. Comme une galerie d'art comme une galerie, on va dire. Oui. Comme une galerie, mais qui ne serait pas seulement d'art. Mm-hmm. Alors, parce que déjà aussi, je trouve qu'effectivement, les tableaux sont mis en valeur s'ils sont en situation. Ouais, et donc, effectivement, il y a l'idée de galerie, mais d'une galerie in situ, et où il n'y aura pas seulement les œuvres d'art, mais il y aura aussi les objets, le mobilier, le linge, etc. Donc ça, c'était un peu l'idée de départ. Et après,
je me suis dit, parce qu'il a été la question de où le faire, et je me suis dit, mais pourquoi pas le faire dans des lieux qui en auraient besoin. Et donc, est venue naturellement l'idée de le faire dans des lieux vides et à vendre, parce que je savais que le sujet de lieux qui soient vides et présentés comme ça pour être achetés, c'était une problématique. Et donc voilà, je me suis dit, voilà, je vais présenter ce projet à des agents immobiliers, enfin des professionnels de l'immobilier, et voir déjà s'il y a un besoin. Et ensuite, s'il y a un besoin, le tenter en partenariat avec des boutiques, des antiquaires, des artistes voilà, que j'allais rencontrer. Donc aujourd'hui, c'est ce que tu fais donc avec des agences immobilières. Donc comment ça se passe, le process en fait ils ont un bien à vendre depuis un certain temps, vide ou pas? Comment ça se passe? Alors, comme c'est une jeune boîte, pour l'instant, c'est un petit peu... Tu improvises. J'improvise. Enfin, tu t'adaptes. Un peu, voilà, plutôt je m'adapte, exactement. Je m'adapte un peu aux besoins. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin. C'est pour ça que d'ailleurs que le homestaging existe. Quand des lieux sont vides et inoccupés, c'est sûr qu'il y a une difficulté pour la vente parce que les clients ont déjà, dans un premier niveau, besoin de se rendre compte des volumes, et pour ça, il y a besoin d'avoir des meubles dans des toutes petites pièces. Déjà, il y a un effet souvent rétrécissant, entre guillemets, quand on visite un bien et qu'il est vide. On a l'impression que c'est plus petit que ce qu'il en est en réalité une fois meublé. Donc, il y a ce premier sujet. Donc, il y a un besoin qui est clair. Et on trouve des biens vides. Il y en a quand même assez... il y a quand même pas mal sur le marché. Donc, mon idée, c'est de proposer aux agences immobilières qui ont ces biens, de proposer ce service-là. Et donc après, moi, dans un autre temps, j'ai démarché, j'ai sourcé des tas de boutiques, des tas de créateurs, d'artisans, d'antiquaires. Et il faut dire qu'à Bordeaux, il y a beaucoup de choix. Ouais, il y a du choix. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce projet-là ici, parce que ça a été un peu comme une évidence en s'installant dans cette ville, parce qu'il y a vraiment un sens aigu du beau d'un point de vue architectural. Donc il y a de très beaux lieux. Et en même temps, c'est une ville qui est hédoniste. Et donc les gens aiment la décoration, aiment tout ce qui est culturel, tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique. Et donc on trouve... Je pense qu'il y a énormément de gens qui se reconvertissent à Bordeaux. J'en ai rencontré énormément des personnes qui étaient des banquiers qui aujourd'hui sont des ébénistes ou souffleurs de verre, etc. L'artisanat est très présent à Bordeaux. Et donc, j'ai pas eu de difficulté à sourcer énormément de futurs partenaires. Voilà. Donc après... Si une agence m'ouvre les portes d'un appartement avec l'accord évidemment du propriétaire, je visite le bien, et l'appartement ou la maison d'ailleurs, et je vois assez vite ce que j'ai envie d'en faire, déjà en termes d'espace, de volume, et surtout j'ai un vivier derrière, donc je sais qu'après je me retourne vers mes partenaires boutiques artisans, et je fais mon shopping entre guillemets, je sélectionne tel lustre qui conviendra parfaitement dans telle pièce, voilà, et je compose la scénographie, voilà, cette mise en scène du lieu. D'accord. Est-ce que tu t'es rendu compte, parce que tu as fait plusieurs lieux, qu'est-ce qui se passe au moment où tu rencontres ce lieu, toi et la rencontre qui se fait véritablement? Est-ce que tu sens l'âme du lieu? Est-ce que du coup ça va guider ta décoration? Ou alors tu sais que tu vas placer telle ou telle pièce de toute manière quoi qu'il en soit? Comment ça se passe en fait, ce choix de sélection? Effectivement, c'est un peu intuitif. Je sais pas si je ressens quelque chose. Il y a des gens qui ont ça, ce feeling de sentir les ondes un peu, etc. Moi, j'ai pas ça, mais je dirais que je repère assez vite les points forts du lieu. Et s'il est atypique, alors moi en général les biens qui me plaisent, c'est des biens qui sont atypiques. Le premier appart que j'ai décoré, c'est un appart où il y avait un patio au milieu de l'appartement, et la difficulté c'est qu'il fallait passer par le patio. D'accord. Pour rejoindre l'autre partie de la maison. Et donc ce qui était finalement au départ vu comme une difficulté, pour moi c'était un coup de cœur. Enfin, j'ai tout de suite trouvé ça génial.
je me suis dit, en fait, il faut faire de ce patio une pièce à part entière de cet appartement. Et voilà, et les gens, en fait, vont se rendre compte que c'est pas une difficulté, mais au contraire, c'est une chance. Et puis on peut tout arranger de sorte que ce soit pas une contrainte, mais que voilà, ce soit un vrai atout. Et donc, je cible un peu ces choses-là, les atypismes du lieu, mais aussi ces atouts immédiats. Et donc, effectivement, des vestiges du temps, des jolis carreaux, des jolies huisseries, etc. Après, je m'adapte. S'il y a de la vieille tapisserie, eh ben, ça peut être aussi un atout. Et on peut être dans un esprit, comme on dit, trash wall, ou eh ben, un canapé très design devant un mur vintage et un peu destroy. Eh ben, en fait, ça a du sens aussi. Et c'est une mise en valeur des deux qui est intéressante. Donc, j'ai pas de... je me bloque pas sur les lieux. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose à en faire. Et même, c'est challengeant si au contraire, c'est très vide et très neutre, parce qu'il y a tout à faire et je trouve ça challengeant et ça m'amuse. C'est page blanche. C'est page blanche. D'accord. Aujourd'hui, on est bien d'accord que tu n'interviendras pas sur de la peinture ou ce genre de choses, ou tu vas jusque-là? Alors, dans la scénographie? Je peux le faire. Je peux le faire parce que je commence un peu à créer des partenariats avec des maisons de peinture. D'accord. Et parce qu'effectivement, les lieux que je décore, c'est aussi de la visibilité pour les partenaires, évidemment, puisque j'ouvre après les lieux au public et que les gens voient les objets, peuvent les toucher, etc., les voient en situation. Mais en fait, ça pourrait tout à fait être de la visibilité pour des maisons de peinture, enfin des boutiques de peinture, parce que un choix de peinture n'est pas neutre et que c'est difficile parfois, on n'ose pas. Et qu'il y a des gammes de couleurs qui ne sont pas forcément choisies naturellement, mais une fois qu'elles sont un peu imposées dans un lieu, et ben, tout de suite on peut être séduit et se dire, ah ben, en fait j'ai envie de ce ton-là de peinture pour chez moi, en fait ça rend hyper bien. Et voilà, donc oui, je suis en train de développer des partenariats avec des maisons de peinture, et même au-delà de ça, j'ai comme projet très concret de proposer aussi des choses qui vont rester in situ dans les lieux. Oui. Donc effectivement, la peinture, c'est le cas, mais aussi des œuvres d'art qui seraient donc à demeure. D'accord. Et c'est le cas des fresques, par exemple. Donc ça, je travaille déjà avec des artistes avec le projet de créer des choses qui vont rester. Parce qu'en plus, je suis convaincue, dans la démarche de l'achat immobilier, que ce sont ces choses-là qui peuvent déclencher un coup de cœur pour l'achat d'un bien. Parce qu'évidemment, la scénographie que je fais, elle est éphémère. Alors, il y a des gens qui peuvent aussi acheter l'appartement décoré tel qu'il est. Mais bon, il a vocation tôt ou tard à être vidé une fois qu'il y a l'acquisition du bien qui est faite. Maintenant, il y a des choses aussi qui peuvent rester. Et voilà, et je me dis, une fresque murale ou un plafond peint... ça peut aussi déclencher quelque chose. Bien sûr. Et en même temps, c'est une très belle visibilité pour le partenaire peinture ou l'artiste, voilà, sur son travail, l'artiste, sur ce qu'il est capable de faire dans d'autres lieux. Et la peinture, voilà, c'est pouvoir dire tel coloris sera peut-être mieux vendu à l'avenir parce que les gens l'auront vu avec en situation. Ouais, avec la lumière, ce genre de choses. Exactement. Ton travail ne se borne pas à faire la décoration, hein. Après, ces lieux, tu les fais vivre. Oui. Comment ça se passe et comment tu envisages les choses? Mais ça, c'est aussi venu un peu en ayant expérimenté le concept, parce que j'avoue que c'est un peu, le concept est né dans ma tête, et très vite, je l'ai éprouvé sans l'avoir... Dans ta tête ou dans ton cœur? Un peu des deux, sûrement. Un peu des deux, puisque, comme je te disais, c'est vraiment aussi un peu l'intuition qu'il y avait quelque chose à faire.
et qui n'était jusqu'alors pas fait. L'homestaging existait, les pop-up, les décorations éphémères existaient, mais du homestaging qui deviendrait ensuite un showroom où on pourrait venir et acheter de la décoration ou acheter un appartement. Enfin, ça n'était pas fait jusqu'alors en France. En tout cas, c'est un modèle qui est assez proche quand même de ce qu'on fait aux États-Unis. C'est vrai que en ayant un peu recherché, on se rend compte aux États-Unis, il y a un peu cette façon de vendre où on ouvre les portes. Il y a des portes ouvertes sur des lieux à vendre et les gens viennent et les gens ont la possibilité d'éprouver le lieu et de voir des lieux qui sont d'ailleurs mis en scène et où on peut acheter aussi la décoration. Alors, c'est pas tout à fait la même chose parce que en réalité, je crois que les Américains, ils arrivent dans une chambre, ils disent, peuvent acheter toute la chambre complète. Donc après, ils passent commande en boutique, etc. D'accord. Moi, c'est un peu différent parce que déjà, je travaille pas qu'avec une boutique et effectivement, j'ai le souci de mettre aussi des pièces uniques. Et donc, il y a la possibilité d'acheter des choses, des antiquités par exemple. Et on peut pas, c'est pas comme le système américain là-dessus. Mais voilà, il y a ce volet... ouvrir un lieu et l'éprouver, enfin vraiment vivre des moments dedans pour se rendre compte qu'on a envie d'y rester ou qu'on a envie d'acheter ce fauteuil parce qu'on a vu ce que ça donnait mise en scène et parce qu'on s'est assis dedans et que voilà, on a envie de l'avoir pour soi. Et donc, dans la continuité de ça, j'ai eu envie d'ouvrir les portes des lieux, déjà pour la partie achat, mais aussi pour la partie un peu vécue dans le lieu. Et donc, vivre une expérience dans ce lieu, ressentir ce lieu. Exactement. Et voir si on peut s'y projeter. Et c'est aussi parce que j'ai eu des remarques sur le premier lieu que j'ai ouvert au public, où les gens m'ont dit « Ah, on se sent hyper bien, on a envie de boire un thé, on a envie de passer à table, etc. » C'est aussi pour ça que je tiens toujours à dresser des tables, parce que je trouve qu'on a envie tout de suite de s'y mettre, et c'est très important. Et donc, je me suis dit « J'ai envie d'organiser des dîners ». J'ai envie de permettre aux artistes qui exposent de recevoir leurs amis, leur réseau, voilà, pour que les gens viennent aussi un peu dans un esprit désintéressé de l'achat, mais juste vivre le moment sur place et de ressentir quelque chose. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se passer, un coup de cœur pour un objet parce qu'on se sera assis, qu'on l'aura pris dans ses mains, alors qu'on ne venait pas pour ça. Voilà. La surprise de la rencontre. Exactement, la surprise de la rencontre. Et aussi parce que je suis convaincue que voilà, il y a quelque chose d'émotionnel qui est très important. Et pour ça, il faut prendre le temps. Et c'est pas forcément quand on vient acheter quelque chose ou visiter un lieu qu'on prend ce temps-là. Et que parfois on peut être surpris effectivement de le vivre alors qu'on n'était pas parti pour. D'où est venue cette idée que ces lieux casapianes deviennent des lieux de vie avec des moments, quoi. Des moments comme un dîner avec un chef. Donc j'avais cette idée de réunir des convives, mais en tout petit comité, vraiment comme à la maison. On est 6 à table, on a un chef qui est là, qui cuisine et qui passe à table avec nous et qui nous reçoit comme s'il était chez lui. Donc il y a ça. Et puis et voilà, et effectivement un peu des vernissages, mais des vernissages qui seraient où l'artiste reçoit comme s'il était chez lui, un peu voilà, que les personnes puissent s'approprier les lieux et recevoir dans ces lieux. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu rencontres les vendeurs ou pas du tout, ou tu rencontres que l'agence immobilière et quelque part ils te laissent carte blanche? Alors, comment ça se passe? En fait, finalement, ça dépend un peu des lieux, en tout cas de ceux que j'ai faits. Il y a des vendeurs qui n'étaient pas sur place parce qu'ils étaient à l'étranger, donc c'était qu'en lien avec l'agence. Maintenant, je trouve ça bien de pouvoir rencontrer le vendeur, déjà pour lui présenter le projet, parce que c'est atypique. C'est atypique, bien sûr. Donc déjà, il faut pouvoir un peu expliquer. Et ensuite, parce que c'est un peu incarné et que c'est chez eux et que donc... je trouve que c'est bien qu'ils soient pleinement conscients de ce qui va se passer et voilà, parce que c'est pas anodin de transmettre un bien dans lequel on a vécu. Bien sûr. Et moi j'ai envie qu'ils apprécient ce que j'en ai fait, le temps que ça a été fait, et voilà. Donc et
Et puis aussi, parce qu'il peut arriver aussi que j'ai des clients qui soient propriétaires et qui m'appellent pour me dire de le faire eux-mêmes, en fait. Que je passe pas forcément par l'agence d'abord, mais plutôt par le client vienne me chercher tout seul. D'accord. Voilà. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, là, quelqu'un qui a un bien à vendre, qui est pas nécessairement, qui vend pas par agence, hein, mais qui a une difficulté, est-ce que ça veut dire cette personne pourrait prendre contact avec toi et tu pourrais l'accompagner en direct sur la vente de ce bien? Oui, bien sûr. D'accord. Je ne suis pas du tout fermée à ça. C'est tout à fait possible. Et effectivement, d'ailleurs, au départ, mon sujet, c'était vraiment de travailler sur des biens qui seraient absolument vides. Maintenant, je réfléchis quand même parce que ça peut être aussi une contrainte, à faire aussi avec du mobilier qui serait existant. Parce que dans l'absolu, on peut aussi travailler avec des choses qui sont sur place et compléter. C'est possible aussi. Après, ça peut aussi arranger certains propriétaires qui veulent profiter de la vente pour se séparer de certaines choses. Et ben, ça m'amuse aussi de composer avec ce que le propriétaire a et de mettre en scène avec ce que moi je peux apporter. Donc voilà, je suis pas fermée à ça. Et évidemment que si des propriétaires ont ce sujet et veulent s'adresser à moi, je suis tout à fait ouverte à en discuter, bien sûr. Okay. Ouais. Aujourd'hui, par rapport au recul que tu as sur les lieux que tu as fait, est-ce que ça a déclenché la vente, justement, en termes de résultats? Oui, Ouais. oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. En général, ça déclenche la vente assez vite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la partie mise en scène, en fait, il y a les deux volets. En fait, le côté de le mettre en scène, évidemment que ça peut déclencher un coup de cœur très vite. Et le côté d'en faire aussi un lieu où les gens viennent, enfin qui est un peu événementiel, ça fait que les gens en parlent et que les gens ont envie de voir et que donc forcément ça ouvre tout d'un coup un réseau de futurs acquéreurs assez rapidement. Parce que voilà, même quelqu'un qui est venu pour acheter une table basse va dire ah bah attends, je suis dans un lieu génial, c'est un appart top, tu devrais le visiter toi qui cherches, etc. Donc après c'est aussi de la synergie des réseaux des uns des autres. Bien sûr, ouais, complètement. D'accord. C'est aussi pour ça que les open house aux États-Unis ça fonctionne comme ça, c'est que plutôt que de jouer la discrétion ou la communication sur les sites internet des agences, c'est aussi de se dire on joue une autre carte, on nous joue le coup de projecteur sur un lieu qui est sublimé pendant quelques temps et qui est ouvert au public et voilà. Et en plus, je dirais même que je l'ai constaté aussi, je pense que ça suscite l'envie parce que il se passe quelque chose sur ce lieu et quelque part ça donne envie de l'avoir presque. Et donc je pense que ça peut même être bénéfique dans le sens où les gens ont envie d'avoir été ceux qui ont acheté cet appart dans lequel il y a eu ces jolies œuvres d'art, où il y a eu cette mise en scène éphémère. Voilà. Je suis convaincue assez de ça. Enfin, ça suscite l'envie, quoi, et le désir. Okay. Et est-ce que les gens gardent de la décoration en général ou certaines parties? Comment ça se passe? Oui, c'est arrivé effectivement que des personnes, les acquéreurs qui achètent le bien, disent moi je voudrais regarder telle et telle pièce dans la déco, notamment les tableaux. Ça fonctionne assez bien sur les tableaux parce que je trouve que souvent c'est un choix difficile, un tableau. Oui. Et que de le voir en situation, etc., on a l'impression que tout de suite c'est sa place. Il est dans son écrin. Et qu'il est dans son écrin, qu'on n'a pas envie de le retirer. Voilà. Et ça marche assez bien aussi quand même pour les grosses pièces. Celles qui... Enfin, les canapés, les choses comme ça. Ouais, en général, le futur acquéreur garde pas mal de choses. D'accord. Aujourd'hui, donc ça c'est une partie de ton travail aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu fais de la décoration Est-ce que c'est ton projet? Voilà, c'est quoi l'idée derrière la décoration et ton ressenti de tout ça? Alors, c'était pas mon projet initial. Ce qui est sûr, c'est que après avoir travaillé en tant que juriste, j'avais cette appétence pour un projet professionnel qui soit dans l'esthétique, la mise en scène, etc. Mais évidemment, la décoration à titre personnel, j'aimais ça. J'ai toujours aimé décorer les lieux dans lesquels je vis et aider mes amis, ma famille à choisir des objets, etc. pour leur décoration. Mais j'avais pas forcément envie d'en faire un métier.
Et ce concept-là qui est né un peu comme ça, il m'a permis de faire vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire d'être libre sur des mises en scène où j'allais avoir aucune contrainte de budget, de goût, voilà, que j'allais être vraiment en carte blanche. Et donc ça, je trouve ça absolument génial. Et de commencer comme ça, c'est une chance énorme, je pense, parce qu'effectivement, je pense que c'est souvent ce qui arrive en deuxième partie de carrière pour des décorateurs qui, d'abord, se sont adaptés à des chantiers et donc à leurs clients, et qui progressivement ont développé leur signature, et puis un jour sont cherchés pour précisément leur signature, et ont carte blanche sur des projets. Moi, je fais un peu l'inverse, pas l'inverse, mais en tout cas, je commence par, j'impose une signature, voilà. On aime ou on n'aime pas. Après, j'ai eu de la chance parce que globalement, j'ai eu des retours toujours hyper positifs sur ce que j'ai proposé, parce que, comme c'est assez éclectique, je pense que peut-être que les gens s'y retrouvent pas forcément sur l'ensemble, mais toujours sur un petit objet ou sur un petit recoin ou sur des petits détails. Et donc, globalement, j'ai eu de la chance d'avoir un retour positif assez unanime. Voilà. Et donc, effectivement, le fait d'avoir fait Casapiane, ça s'est révélé être une vitrine pour moi sur mon travail et sur la signature un peu que j'ai en déco. Et donc, aujourd'hui, j'ai effectivement des personnes qui me demandent de les aider sur leur déco et donc de faire le travail d'une décoratrice. Après, je ne prétends pas être décoratrice dans le sens où je n'ai pas été formée pour ça. Voilà, c'est un peu un accompagnement dans la mise en scène des intérieurs des gens. Effectivement, peut-être que c'est plus un métier de metteur en scène d'intérieur plutôt que de décorateur. Oui, parce que toi, tu as un gros rapport à l'objet. Oui. C'est un vrai sujet chez toi, l'objet, en général. Au-delà de... Je pense que l'objet, c'est peut-être le numéro 1, en fait, dans la décoration, pour toi. Oui, alors c'est pas que c'est le numéro 1, mais c'est que c'est la cerise un peu. Je pense que je dirais que je vois un peu la décoration sur 3 niveaux. Enfin, pas la décoration, mais l'appropriation d'un lieu. D'abord, ce qui est très différent. Hein. Ce qui est très différent, effectivement. Parce qu'en fait, si tu veux, je pense que quand on investit un lieu dans lequel on va vivre, on pense d'abord à ce qui est fonctionnel. C'est-à-dire ce qu'on va mettre pour l'utile de la vie, un canapé pour s'asseoir, une table pour déjeuner, etc. Et après, le step d'après, c'est la décoration, au sens où faire en sorte que le fonctionnel soit aussi esthétique et beau. Et effectivement, c'est le choix des luminaires, le choix des couleurs, le choix des textiles pour qu'il y ait une harmonie. Et le step d'après, et je pense qu'il y a beaucoup d'intérieurs qui s'arrêtent au step 2. Oui. Le step d'après, c'est ce qu'on appelle effectivement l'âme des lieux. Et ça, c'est ce sur quoi moi j'aime travailler. C'est et c'est pour moi très déterminant de beaucoup de choses. Parce que c'est se sentir bien. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une vraie prise de conscience et on théorise beaucoup là-dessus et je trouve ça très très bien. Et moi, je trouve qu'il y a des super bouquins là-dessus d'ailleurs. Il y a la décoratrice Estelle Kilissi qui a fait un bouquin qui s'appelle La décoration des émotions. Oui. Il y a Toi et moi de Billy Blanquette et Caroline Vatelet, tout ça. Et il y a une vraie prise de conscience. Peut-être que c'est le post-confinement, je ne sais pas. Mais en tout cas, les gens ont besoin de se sentir bien chez eux et que ce soit joli et esthétique, ça ne suffit pas. Il faut ce supplément d'âme et rendre ce lieu animé. Donc animé par, moi ça c'est un peu mes tips, animé par des choses un peu vivantes. Donc déjà ça veut dire accepter la vie dans ses intérieurs, c'est-à-dire que quand on a des enfants, il faut accepter qu'il y ait leurs objets dans un salon, par exemple. Alors après, je veux pas dire qu'il faut accepter le bazar peint, parce que moi, mes enfants, j'ai des enfants petits, j'accepte qu'ils jouent. J'essaie de pas trop... On sanctuarise un peu son salon, mais disons que j'ai des enfants, donc j'accepte qu'ils vivent aussi, c'est aussi leur salon. Donc pour autant, ils ont un petit coin où ils peuvent ranger, et le soir, je range dans un panier joli dans un coin, mais ils ont leurs affaires aussi. Parce que ça, c'est accepter la vie dans son intérieur. On peut avoir un intérieur parfaitement joli, mais il faut accepter d'y vivre. Il faut accepter qu'il y a un bouquin qu'on a lu qui traîne sur la table basse.
etc. Et en même temps, il y a par exemple aussi les choses vivantes, les plantes, par exemple. Moi, je sais que j'ai des plantes partout chez moi. Parce qu'une plante, elle vit et que quelque part, il se passe quelque chose. Elle nourrit l'atmosphère. Elle nourrit l'atmosphère. Et moi, je trouve que c'est très important d'avoir des plantes chez soi. Et d'en prendre soin. Je sais que c'est pas facile. Et souvent, les gens se refusent à mettre des plantes en disant moi, je sais pas m'en occuper, etc. Bon, aujourd'hui, on se rend compte que il y a des tas de plantes qui n'ont pas besoin d'entretien très important, mais pour autant, elles font la différence dans un intérieur. Ah, c'est certain. Donc, puis c'est la connexion au vivant. Ah oui, complètement. C'est indispensable, je pense. Indispensable. Enfin, en tout cas, moi, je pense. Oui. Et puis, donc ça, c'est la partie un peu vivante. Et puis, il y a ces objets qui sont de l'ordre de l'émotionnel et du sensoriel. Et je pense que c'est cela qui rendent un intérieur animé. Donc c'est tous ces objets qu'on a donc du souvenir de, je sais pas, d'un voyage, du souvenir de quelqu'un, des choses qu'on nous a transmises, je sais pas, tel objet que votre grand-mère vous a donné ou tel objet que vous avez ramené d'un voyage à un endroit ou même de vacances, je sais pas quoi, dans un village à côté, quoi. Et ben ces objets, ils ont leur place dans nos intérieurs parce que c'est ceux-là qui créent ce petit supplément d'âme et qui font qu'on se sent bien chez soi. Parce que quand on les croise du regard, et ben, ça nous remémore des moments heureux, ou malheureux d'ailleurs, mais peu importe. Parce qu'en même temps, la vie, c'est ça. Hein, c'est aussi penser à sa grand-mère en voyant tel petit fauteuil qu'on a toujours vu chez elle, et en même temps c'est de la peine et en même temps c'est des souvenirs d'heureux, etc. Mais en tout cas ils font vivre et voilà, donc ça c'est ces petits objets du souvenir, objets ou tableaux ou meubles d'ailleurs. Et pour ça j'encourage les gens à garder ces objets. Et parfois ils se disent non mais c'est pas très joli ou alors c'est un peu incongru, mais peu importe en fait, il faut les garder. Ça raconte une histoire. Exactement, et ça raconte notre histoire. Absolument. C'est ça. Et il ne faut pas oublier que sa maison, c'est le prolongement de soi. Et on se sent bien, comme on se sent bien dans son corps, et bien, il faut aussi se sentir bien dans sa maison pour être heureux. Et je pense que les gens l'ont vachement éprouvé pendant le confinement. Il y a des gens qui se sont sentis très mal chez eux, peut-être parce qu'ils ne se sont pas entourés de ces objets et de ces choses qui faisaient que leur intérieur était à leur image. Et donc, voilà. Et donc, voilà, je trouve que c'est important. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ces objets-là, je trouve qu'ils sont émotionnels et qui ramènent au sens. Donc, il y a ce souvenir, mais il y a aussi le sens de l'odorat, par exemple. Oui, parce que chez toi, par exemple, ça sent la fleur d'oranger. Ça sent la fleur d'oranger. Ouais. Bon, c'est aussi parce que j'ai fait un voyage en Thaïlande et que ça sentait la fleur d'oranger partout, que j'ai adoré et que donc j'avais envie que ça sente comme ça chez moi. Mm-hmm. Mais même ça peut être... Enfin, je sais pas, personnellement, je suis très sensible aux odeurs de lessive chez les gens. Et que je trouve que parfois on rentre dans une maison, ça sent la lessive. Mm-hmm. Et pas que je sois une maniaque de la propreté, mais je sais pas, j'associe les odeurs de lessive à certaines personnes mm-hmm. de mon entourage. C'est comme les parfums. Ouais. On a, je sais pas, une tante qui a tel parfum depuis 20 ans et quand on la sent dans la rue, on dit ah bah tiens, c'est elle, ou ça sent telle personne. Et donc ça, je trouve que c'est très important. Donc aujourd'hui, on a tout un tas d'odeurs, de bougies, etc., etc. Mais il y a aussi les odeurs naturelles, mm-hmm. Des bois ou de la cire d'abeille sur un meuble. Voilà, c'est aussi un peu des madeleines de Proust. Et voilà, et on peut retrouver ces odeurs-là avec des objets décoratifs. Je sais pas, il y a des objets qui sentent, hein, donc, et je trouve que c'est important. Et donc voilà, donc toutes ces choses-là de l'ordre de l'âme qui ramènent à quelque chose de sensoriel, d'émotionnel, d'objets qu'on a pris le temps de chiner aussi. C'est pas forcément des choses du passé, mais c'est aussi des choses qu'on aura à un moment donné cherché, ou à un moment donné on est tombé par hasard sur ce petit objet. Un coup de cœur, on a quelque chose qui nous a parlé. On a envie de le prendre. Exactement. Bien sûr. Voilà, donc ça c'est très important. Et moi j'essaie en tout cas dans mes scénographies d'insister sur ces choses-là et pour permettre
de donner ce supplément d'âme qui va déclencher quelque chose, donc pousser à acheter soit un lieu, soit un objet, etc. Voilà. Et justement, si on fait le pendant avec la première partie de notre entretien, on entend toujours dans les magazines de déco, les émissions de télé, etc., que pour pouvoir vendre un bien, il faut dépersonnaliser. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Parce que là, effectivement, tout ton rapport à l'objet, ça va plus dans, effectivement, j'arrive dans une nouvelle maison et comment j'y mets mon âme, et voilà, et comment l'histoire se raconte. Je décide de vendre ce bien. Qu'est-ce qui se passe selon toi ? Effectivement, c'est un autre parti pris. Je pense qu'effectivement, il y a des homestagers qui arrivent très bien à juste décorer. On s'arrête au step de la déco pure et que la vente se passe parce que ça suffit à la projection client. Moi, j'ai un autre parti pris qui est celui de déclencher quelque chose de l'ordre du coup de cœur. De l'ordre de l'émotionnel, voilà, même. Hein. Très émotionnel. Ouais. Parce que je suis convaincue que acheter un bien, c'est quelque chose d'hyper fort et d'hyper personnel. Et peu importe si la déco qui va en être faite, elle va être personnelle. En tout cas, elle va être incarnée et émotionnelle. Et donc, tant pis, moi je fais ce parti pris-là, mais je suis sûre que ça fonctionne aussi, en fait. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on encourage quand on fait une visite d'un lieu. Et moi, quand je décore et que par exemple il y a une cheminée, j'allume le feu de cheminée. Et que c'est aussi pour ça que je fais des dégustations ou des dîners parce que ça sent le gâteau, etc. On dit souvent quand on fait des visites immobilières qu'il faut faire. Parce que c'est émotionnel. Et donc, en fait, quand on fait et ça arrive d'ailleurs, quand vous êtes acquéreur immobilier, vous partez avec des critères très pratiques. Je veux tel nombre de chambres, je veux un garage, je veux un machin. Et finalement, l'achat que vous allez faire, il n'est pas du tout celui que vous souhaitiez faire d'un point de vue pratique. Mais vous êtes arrivé dans ce lieu et il s'est passé quelque chose. Et vous allez vous être attaché à cet appartement ou à ce lieu parce qu'il y a ce supplément d'âme, en fait. Mais pour moi, je fais souvent le parallèle avec la rencontre amoureuse, en fait. Parce que c'est ça, très souvent on peut avoir une liste de critères, il ou elle doit être c'est vrai. telle taille, tel machin, etc., telle caractéristique, et qu'au final on rencontre pas l'opposé, mais quelqu'un, la jolie rencontre, je pense, c'est laisser tomber les critères et rencontrer une personne, quoi, pas une liste de critères. Et c'est pareil pour la maison, je pense. C'est vrai. Ouais. Je pense qu'effectivement, il y a... après, je ne dis pas qu'il faut personnifier les objets, etc., parce que ça reste du matériel. Pour autant... Qu'est-ce que tu veux dire par personnifier ? C'est-à-dire considérer qu'on n'a pas, évidemment, les rapports entre humains, ce n'est pas les mêmes rapports qu'on peut avoir avec des objets. Bien sûr. Ça reste quand même quelque chose de l'ordre du matériel, même si souvent... Ah oui, d'accord. Même si laisser à leur place d'objet. Les laisser à leur place d'objet, d'accord. Bien sûr. Pour moi, il n'y a rien de mieux que le rapport humain. Et effectivement, ce n'est pas le même rapport. Oui. Pour autant, les objets sont un peu des passeurs de quelque chose, d'émotions. Ils ne le sont pas à proprement parler, ils ne sont pas incarnés, ils n'ont pas d'âme, vraiment. Pour autant, ils transmettent des choses. Bien sûr. Et c'est pour ça, d'ailleurs, le sujet de la transmission aussi est très important en décoration. Quand on a une famille ou quand on a vocation à avoir une famille ou qu'on a des enfants ou même des gens de passage. Moi, j'aime bien qu'on garde les objets. J'encourage les gens à garder les objets. Je considère que c'est pas parce que tout d'un coup il y a des tendances ou des codes de mode qu'il faut tout envoyer balader en disant ça c'est démodé, etc. Moi, mes objets me suivent d'un lieu à l'autre. Je les réorganise différemment. Une commode qui a été dans telle maison dans un salon, le lendemain dans une autre maison et dans une chambre. Parce que je trouve que, déjà en plus actuellement ça évite de surconsommer, et ensuite parce que je trouve que, je sais pas, les objets aussi, surtout quand ils ont été travaillés notamment par des artisans, ils méritent d'avoir plusieurs vies. Alors c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on peut tout à fait les revendre, bien sûr, et c'est heureusement comme ça qu'il y a de la brocante et qu'on trouve des jolies choses, mais il faut savoir aussi transmettre et avoir envie de transmettre à ses enfants des objets. Et c'est drôle parce que quand on est enfant, on ne se rend pas compte qu'il y a des objets de notre environnement qui nous marquent. Et quand on est adulte et
et qu'on les revoit. Enfin, il y a toute une phase peut-être à l'adolescence où on ne peut plus les voir. Oui. Et parce que je pense qu'on est en construction de personnalité. On est en construction de personnalité, tout à fait. Et puis même, on est influencé, hyper influencé par les tendances, etc. Et quand on est adulte, on les revoit différemment. Et tout d'un coup, on se prend à les aimer, mais parce qu'en fait, ils nous replongent sur tout un passé d'enfant, où je sais pas, on a vu un piché canard chez telle grand-mère, vraiment. Et puis on le voit sur un étalage de brocanteur 40 ans plus tard, et on a trop envie de le reprendre, de le racheter, parce que ça nous... c'est un clin d'œil au passé. C'est un clin d'œil au passé. Et voilà, donc le choix des objets, il n'est pas anodin pour le présent, pour le quotidien, pour le fait de se sentir bien, mais il est aussi dans la vision du futur, de ce qu'on va créer chez les autres, chez ses enfants, chez tout ça. Et voilà, donc voilà, ça, c'est pour moi aussi très important d'être aussi dans cette démarche de transmission. Moi, j'ai voulu te rencontrer parce que... Mais c'est une histoire de rencontre aussi, tu sais, un peu dans l'invisible, parce qu'au fond, on ne se connaît pas. Hein, c'est la première fois qu'on discute ensemble et qu'on se rencontre en vrai. Je trouve que tu as un truc en plus, c'est effectivement la notion de temps. Mais on le sent à travers ton Instagram, parce qu'aujourd'hui, tu as donc qu'un compte Instagram où on peut te rencontrer, ou les événements que tu crées, etc. Mais il n'y a pas de site, il n'y a pas tout ça. Mais c'est quelque chose qui est très présent chez toi. Et alors, encore plus quand on vient chez toi. C'est ce rapport au temps, en fait, au temps qui passe, d'observation, qui est hyper intéressant, je trouve. Et c'est ce qu'on retrouve dans ton intérieur, en fait. Et on a la sensation que tu es une vieille âme, en fait. Ah oui. Qui ne se lit pas sur ton visage, mais tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est très fort en toi. Et c'est ça qui était intéressant, parce que, au-delà du concept, je trouve, que tu as développé, je sens un vrai rapport avec la maison, quelque chose de très fort. D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, c'est une question que je pose assez régulièrement, mais pas systématiquement, mais assez régulièrement. C'est quoi la maison pour toi ? Alors, bonne question. C'est compliqué parce que à la fois c'est simple de répondre que la maison c'est l'endroit dans lequel on est censé se sentir le mieux. C'est son cadre de vie. Et puis ouais, c'est son... Mais je te disais, c'est un peu l'image de la tortue, mais la tortue, elle a besoin de sa carapace pour vivre, elle vit avec. Pour autant, comment dire, c'est son enveloppe. Et donc c'est important, et pour autant, on peut avoir plein d'enveloppes différentes. Et encore une fois, c'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est quand même la relation humaine, oui. Le rapport aux autres. Maintenant, c'est indispensable, comme son enveloppe charnelle, comme son corps, de se sentir bien dans son enveloppe de maison. De maison, exactement. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est... Parce que souvent, la décoration, il y a un peu le côté... C'est réservé qu'à des gens qui ont de l'argent, qu'à des gens qui ont... Je sais pas. Moi, je suis pas du tout d'accord. Parce que je pense que même la personne qui a le moins de moyens possible va avoir envie de se créer une maison. Enfin, va avoir envie de se créer un intérieur, et un intérieur qui soit un peu pas juste fonctionnel ou pas juste dans la survie. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des gens dans des coins très reculés du monde, très très pauvres, mais qui se font avec le peu de choses qu'ils ont, un petit intérieur rassurant, cocon. Certes aussi joli, etc., mais même avec peu de choses, même un truc hyper monacal. Mais en même temps, on a ce besoin-là. Je pense que c'est réconfortant, quoi. C'est presque primitif, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que... Enfin, je sais pas, c'est certainement un peu philosophique, hein, le rapport à la maison. Je ne saurais pas te dire réellement, mais en tout cas, bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est important pour moi, et je pense qu'en réalité, c'est assez important pour tout le monde. Même si on bouge, même si on voyage, même si on fait des choses, on a toujours ce besoin de revenir quelque part. Et donc la maison, c'est ce quelque part, en fait. Voilà. Et il faut qu'on s'y sente bien. Donc il faut en prendre soin. Le chérir. Le chérir, oui, tout à fait.
Donc aujourd'hui, comme je disais, on peut te retrouver sur Instagram, Ouais. sur Casapiane. Est-ce que tu veux en dire plus par rapport à tes projets autour de l'objet, je crois Oui. Voilà. Hein. Bah justement, comme on en a parlé, effectivement, Casapiane a vocation à toujours un peu évoluer puisque c'est un peu tout neuf et que j'avance un peu au gré de mes envies et de faire progresser C'est super. cette boîte, ce concept. C'est super etc. d'être connecté et se laisser la possibilité, l'opportunité de suivre ses envies, c'est ce qui se présente en fait, Ouais. plutôt que d'avoir un chemin tracé. Ouais, Voilà. exactement. Et effectivement, je me suis rendu compte que tous ces petits objets et ces lieux que je mettais, enfin, des objets que je mettais dans les lieux que je décorais, ils ont un vrai pouvoir sur les gens, dans le sens où... Enfin, et puis, ils méritent qu'on les chérisse et qu'on les mette chez soi. Mais parfois, c'est difficile de les trouver. Moi, j'encourage les gens, quand ils vont en voyage, quelque part, quand ils vont en vacances, etc., à ramener des choses. Et même d'ailleurs à ramasser des choses. Il n'y a pas forcément besoin de les acheter. Hein. Mhm. Moi, je veux dire, dans la nature, il y a plein de choses. Moi, je sais que j'adore ramasser des coquillages, des pierres que j'aime, ou des gorgones sur la plage, etc. Parce que tout ça, c'est des souvenirs et c'est des objets que la nature nous offre toute seule. Voilà. Et après, il y a aussi tous les objets façonnés qui ont du sens, toutes les pièces artisanales. Alors ça, c'est magnifique parce que derrière, il y a un travail, le travail des mains, etc. Donc là, c'est pareil, même si ces objets n'ont pas d'âme à proprement parler, ils passent quelque chose Bien sûr. qui a été transmis par le Une travail émotion des là mains. aussi. Oui, tout à fait. Et donc, j'avais envie d'aider les gens à trouver ces choses-là. Et c'est pour ça que je suis en réflexion pour un projet autour des objets et d'une collection d'objets que je vais proposer au travers des partenaires que j'ai déjà, antiquaires, brocanteurs, mais aussi des créateurs, ça peut être aussi des œuvres d'art, etc. Et de les présenter et d'essayer d'aider les gens à oser intégrer ces objets. Puis la démarche qu'ils auront faite de l'acquérir, de toute façon, c'est déjà à un moment donné un souhait, et ils y repenseront dans 10 ans quand ils l'auront chez eux. Ah ben c'est cet objet que j'avais acheté à tel endroit, etc. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que ces objets-là, ils font la différence dans les intérieurs, et je veux encourager les gens à passer ce cap-là. Voilà, je veux essayer d'en sélectionner certains et de les proposer. Ok. Donc ça, c'est un des projets. Voilà. Et puis au fil de l'année, j'espère que proposer et présenter de nouveaux lieux, Casapiane, des lieux un peu incarnés comme ça, ou dans des maisons, des appartements qui ont besoin d'être valorisés. Et en même temps, de pouvoir présenter toujours de nouveaux artisans, de nouvelles boutiques, de nouveaux objets, et moi, m'amuser à scénariser l'ensemble. Voilà. Si on veut rentrer en contact avec toi, comment on fait ? Effectivement, pour l'instant, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est aussi un projet où il faut être présent sur tous les fronts. Pour l'instant, j'avoue que je priorise un peu Instagram. J'essaie d'utiliser cet outil pour montrer de belles choses, pour communiquer. C'est pas un outil facile parce que ça demande du temps. Je fais ce que je peux, mais j'espère pouvoir en faire bon usage et que les gens puissent apprécier. Et donc, on peut me retrouver sur Instagram pour l'instant. Et puis, c'est déjà une bonne accroche. Et puis surtout, quand les gens voient un événement sur Instagram et qu'ils ont la possibilité de venir, ils peuvent surtout me rencontrer à ce moment-là. Voilà. Et voilà, je pense que c'est surtout ça qui importe, c'est qu'on puisse se rencontrer. Voilà. Oui, d'humain à humain. D'humain à humain, voilà. Merci beaucoup, Cécile. Merci, Gaëlle. À très bientôt. À très bientôt, avec plaisir. J'espère que cet épisode avec Cécile Damat-Briand vous aura donné envie de découvrir son univers riche et inspirant. Vous retrouverez toutes ses coordonnées dans les notes de l'épisode. Si vous avez des questions concernant mes accompagnements, surtout, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail à bonjour@maisonconquête.fr. En attendant, si cet épisode vous a plu, faites-le savoir en lui mettant une note 5 étoiles ou en le partageant sur vos réseaux sociaux. C'est le seul moyen pour donner de l'envol à ce podcast entièrement auto-édité.
Merci de votre aide et à très bientôt.